Les spéciales de l'info, Nicolas Kirilovitz. Bonsoir à tous. Jusqu'au 12 décembre, la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et l'Atelier des Sciences organisent l'opération Le Climat en question, alors que la conférence internationale sur le climat, la fameuse COP 21, s'ouvre lundi à Paris. La rédaction de Radio Sensation a voulu vous proposer une émission spéciale, la COP 21, qui réunira près de 150 chefs d'État et de gouvernement. Leur but, trouver un accord et des mesures pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés d'ici la fin du siècle, sans quoi les scientifiques craignent des conséquences dramatiques pour notre planète, les écosystèmes, les populations et les économies. L'occasion donc de s'interroger sur le climat et ses évolutions et la santé de notre planète également. Alors, est-ce que l'environnement est l'une de vos préoccupations ? Nous sommes allés vous poser la question, on écoute vos réponses. Oui, complètement, oui, beaucoup. Pour l'avenir de mes enfants, mes petits-enfants, et savoir que les ressources pétrolières notamment arriveront à épuisement un jour. Oui, ça me préoccupe. J'essaye au quotidien justement de contribuer un peu à diminuer l'impact sur l'environnement. Ça va être important justement ce qui va se passer en fin d'année. Oui, comme tout le monde, parce qu'en fait on est tous sur la même terre. Et le réchauffement climatique, que ce soit ici en Afrique ou en Asie, on va être confronté à ça. Oui, énormément, parce que si on ne fait pas attention à notre façon de gérer l'environnement, il y aura forcément des retombées en termes de dégâts sur l'environnement. Il y aura des retombées économiques, en termes de vie sociale également. Oui, bien sûr, ça me préoccupe. J'ai 2 enfants qui ne sont pas encore adultes. Forcément, je m'inquiète pour leur avenir et l'avenir de la planète. D'après un récent sondage, pour seulement 28% des Français, l'environnement est une urgence absolue qui doit être la principale priorité des gouvernants. Le chômage, la pauvreté, le terrorisme, encore plus, malheureusement après les attentats de Paris, figurent parmi les préoccupations des Français, loin devant l'environnement. Et pourtant, les scientifiques sont unanimes, il y a urgence et nous allons essayer de comprendre pourquoi avec nos invités. Sophie Gaudin-Beckman, directrice de l'OVSQ, l'Observatoire de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines et également chercheur sur l'ozone. Charlotte Dacunha, maître de conférence à l'Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, membre de l'OVSQ au sein du laboratoire Culture Environnement Arctique Représentation Climat. Laurence Mondon, chargée de communication à l'ALEC, l'agence locale de l'énergie et du climat de Saint-Quentin-en-Yvelines. Elle nous présentera le défi famille à énergie positive dont l'objectif est de réduire sa consommation d'énergie. Et pour m'accompagner également à la présentation de cette émission ce soir, Grégory Canalet. On marque une courte pause et on se retrouve dans un instant sur Sensation. Les spéciales de l'info, Nicolas Kirilovitz. Notre première invitée, c'est Sophie Gaudin-Beckman. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice de l'Observatoire de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines et également chercheur sur l'ozone. On va aborder avec vous la problématique de la couche d'ozone. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement l'Observatoire de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines ? Quelles sont ses missions ? Quel est son rôle ? Alors, l'Observatoire de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est une composante de l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines qui est un peu particulière puisque, en plus des missions de formation et de recherche, il y a une mission d'observation aussi. Donc, c'est une composante qui dépend aussi du CNRS comme tutelle et qui coordonne des services d'observation de l'environnement ou bien même de l'atmosphère planétaire. Donc ici, vous abordez beaucoup de sujets, beaucoup de thématiques. Oui, on a beaucoup de thématiques qui relèvent à la fois de l'environnement, du climat, mais aussi de l'exploration des planètes. Et puis aussi, on a un laboratoire qui s'occupe des sciences humaines aussi et qui s'intéresse à l'adaptation au changement climatique. Et vous, donc, vous êtes spécialiste de la couche d'ozone. Pour débuter sur cette question-là, est-ce que vous pourriez déjà définir rapidement ce qu'est la couche d'ozone et où est-ce qu'elle se trouve ? Alors l'ozone, c'est un gaz très minoritaire de l'atmosphère terrestre et sa concentration est maximale aux alentours de 20 km à peu près. Donc c'est dans la stratosphère, une couche qui se situe au-dessus de la troposphère. Et c'est ce qu'on appelle la couche d'ozone. En quoi cette couche-là est essentielle à la vie sur Terre, par exemple ?
Alors, elle est essentielle à la vie sur Terre parce que c'est l'ozone qui nous protège du rayonnement ultraviolet dans une certaine gamme de longueur d'onde du rayonnement ultraviolet. C'est le seul élément qui filtre le rayonnement UV dans cette gamme de longueur d'onde. Alors, est-ce que je dis une bêtise si je dis qu'il y a 2 formes de couches d'ozone? Une bonne couche d'ozone, celle qui se trouve dans la stratosphère, et puis la mauvaise couche d'ozone, celle qui se trouve dans l'atmosphère? Oui, alors c'est un peu plus compliqué que ça, c'est-à-dire qu'il y a la couche d'ozone là où il y a vraiment beaucoup d'ozone, donc là c'est dans la stratosphère, et puis on trouve aussi de l'ozone mais en quantité beaucoup moindre, plus proche de la surface, et là on peut parler de mauvais ozone parce que cet ozone, même s'il filtre un tout petit peu les UV, mais c'est vraiment là où il y en a le plus que le filtrage se fait, l'ozone, quand il est proche des êtres vivants, il est très oxydant, et donc il peut, lorsqu'il est trop abondant, il peut entraîner des problèmes de santé, et c'est les problèmes de pollution à l'ozone qu'on connaît régulièrement pendant l'été. La couche d'ozone a commencé à devenir une problématique pour les scientifiques au milieu des années 80, lorsqu'ils ont constaté, je crois, qu'il y avait un gros trou au niveau de l'océan, du continent antarctique. Oui, c'est ça. En fait, il y a eu déjà des alertes sur la couche d'ozone dans les années 1970 où on s'est rendu compte que des gaz fabriqués par l'industrie chimique, les gaz chlorés, les chlorofluorocarbures, pouvaient être un danger pour la couche d'ozone. Mais c'est seulement lorsqu'on a découvert qu'il y avait effectivement une diminution très importante d'ozone au printemps au-dessus de l'Antarctique qu'on s'est réellement inquiété et qu'on a entamé des campagnes de mesures pour essayer de comprendre ce phénomène. Quel était le problème en fait avec ce trou? Quel est le problème avec ce trou? C'est que ça entraîne ensuite la fonte des glaces? Non, c'est simplement qu'on s'est rendu compte que finalement on était arrivé à un point de rupture, c'est-à-dire qu'on avait tellement injecté de composés chlorés dans la stratosphère qu'on était capable de détruire l'ozone de façon massive au-dessus de l'Antarctique, certes, donc il y avait moins de risques pour le rayonnement ultraviolet puisqu'il y a très peu d'êtres vivants qui vivent en Antarctique, mais c'était un signe qu'on avait injecté trop de composés destructeurs d'ozone dans l'atmosphère et que ça risquait, si on n'arrêtait pas ces émissions, d'avoir des conséquences aussi sur d'autres régions de l'atmosphère. Face à cette menace, la communauté internationale s'est mobilisée. Un accord a été trouvé en 1987. On appelle ça le protocole de Montréal. Qu'est-ce qu'implique ce protocole ? Le protocole de Montréal, donc, qui a été effectivement signé en 1987, implique... alors, il y a eu plusieurs amendements. Initialement, il impliquait simplement une réglementation des émissions. Alors, il distinguait les pays développés des pays en voie de développement. Donc, les pays développés qui étaient responsables de l'émission massive des composés chlorés. Et donc, il stipulait qu'il fallait réduire les émissions des composés chlorés et, en plus, faciliter des transferts de technologie puisque l'industrie chimique avait déjà plus ou moins commencé à rechercher des substituts à ces gaz chlorés du fait des premières alertes. Donc le protocole de Montréal, globalement, même si ce n'est pas la même problématique, ça ressemble un peu au protocole de Kyoto ? Oui, en fait, c'est une problématique très similaire parce que le problème de l'ozone, c'est un problème global, c'est-à-dire qu'on émet des gaz au niveau de l'hémisphère nord, par exemple, et ces gaz se diffusent dans l'atmosphère et créent un problème ensuite global qui est l'amincissement de la couche d'ozone et donc l'augmentation possible du rayonnement ultraviolet sur Terre avec des conséquences sur la santé. Donc c'est très similaire, sauf que effectivement ça atteint des secteurs de l'économie qui sont très réduits. C'est-à-dire c'est essentiellement l'industrie chimique qui est ciblée par ce problème et cette industrie peut très bien travailler sur des solutions et mettre en place des alternatives qu'elle peut ensuite transférer aux pays en voie de développement. Mais c'est vrai que c'est très similaire en fait. Alors le protocole de Kyoto, ça n'a pas été forcément une réussite. Est-ce que c'est le cas de ce protocole de Montréal ? Alors le protocole de Montréal, effectivement, a été est toujours considéré comme le grand succès des protocoles environnementaux, puisque maintenant il est ratifié de façon universelle. Il a permis d'enrayer le processus. Il a permis également, et ça c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé il y a 6 ans à peu près, il a permis aussi d'aider le climat, puisque les gaz chlorés qui sont émis, les CFC qui étaient émis par l'industrie chimique, en fait, sont aussi de puissants gaz à effet de serre. Donc on s'est rendu compte finalement qu'en 2010, le protocole de Montréal avait permis
de diminuer des émissions de gaz à effet de serre. Et ça équivalait à 5 fois l'objectif du protocole de Kyoto. Donc il y a un lien entre couche d'ozone et réchauffement climatique aujourd'hui qui est avéré. Oui, il y a un lien entre ces deux problématiques. Donc la cause n'est pas la même, c'est-à-dire que les gaz chlorés sont des gaz destructeurs d'ozone, mais l'ozone est un gaz radiatif, donc il agit sur le climat. Et inversement, le changement climatique va agir aussi sur l'ozone. Donc là, on s'attend effectivement à ce qu'il y ait un rétablissement de la couche d'ozone. Mais on sait à peu près quand. Alors ça va prendre beaucoup de temps parce que ce sont des gaz qui ont une très longue durée de vie dans l'atmosphère, entre 50 et 100 ans, voire plus. Donc milieu du 21e siècle. Milieu du 21e siècle. Et voilà, ce sont des gaz qui... Oui. Cette année, j'allais vous demander, cette année, on a pourtant constaté un nouveau record du trou de la couche d'ozone. Est-ce que ça veut dire qu'on n'est finalement pas sur une si bonne pente que cela ? Oui, alors là, effectivement, c'est plus compliqué parce que il faut voir qu'on a plusieurs problématiques. On a une problématique à long terme de retour de la couche d'ozone, mais en même temps, il y a la variabilité intrinsèque du climat. Et ça, c'est la même chose aussi pour la température de surface, c'est-à-dire que d'une année sur l'autre, il peut y avoir des mauvaises années. Voilà, on peut avoir une valeur très élevée ou une valeur très basse. Et donc, ça ne veut pas dire que le processus est un échec, c'est simplement qu'il faut tenir compte de cette variabilité et ça prend beaucoup de temps pour arriver à détecter un signal de rétablissement, par exemple. On s'attend, c'est un tout petit signal pour l'instant et il est difficile à détecter dans la variabilité interannuelle. Pour anticiper sur l'ouverture de la COP21 lundi, est-ce que le protocole de Montréal, par exemple, est regardé, observé comme un modèle, un exemple pour un accord international beaucoup plus large sur le réchauffement climatique ? Oui, alors bien évidemment, on a étudié le protocole de Montréal, c'est un succès, mais le problème de la COP21 et du changement climatique est un problème beaucoup plus large. Donc il y a beaucoup plus de problèmes à traiter, c'est beaucoup plus compliqué, il y a beaucoup plus de pays et de problématiques qui sont en jeu, mais il y a quand même un point qu'il faut souligner, c'est que le protocole de Montréal donc, a permis d'enrayer des émissions de gaz à effet de serre. Et par contre, il a entraîné l'émission de substituts à ces gaz qui eux-mêmes peuvent être aussi des gaz à effet de serre. Donc ce sont les HFC qui ne détruisent plus l'ozone mais qui sont des gaz à effet de serre. Donc ce qu'il a été proposé, c'est que ce soit le protocole de Montréal qui soit utilisé pour arrêter l'émission de ces gaz et trouver des substituts qui ne soient pas des gaz à effet de serre. Donc les deux problématiques sont liées. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de dispositions du protocole de Montréal, comme le fait que des scientifiques fassent des états des lieux scientifiques d'évaluation de la problématique périodique. Ça a été repris aussi par le protocole de Kyoto. Donc ça a été à la fois un modèle et en même temps, c'est vrai que la problématique du climat et de l'émission d'énergie, la problématique de l'énergie en général, c'est une problématique très compliquée et donc beaucoup plus large. Merci Sophie Godin-Beckmann d'avoir répondu à nos questions. Je le rappelle, vous êtes directrice de l'Observatoire de Versailles 50 ans en Yvelines et également chercheur sur l'ozone. Et vous participez à une conférence le mercredi 2 décembre à 20h à la Maison de l'Environnement de Magny-les-Hameaux. Réservation pour cette conférence au 01 30 07 34 34. Merci beaucoup. Les spéciales de l'info. Un nouvel invité nous a rejoint dans cette émission spéciale consacrée au climat. Il s'agit de Charlotte Dacugna. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence à l'UVSQ, membre de l'OVSQ au sein du laboratoire Culture, Environnement, Arctique et Représentation Climat. Vous allez répondre aux questions de Grégory Canalet. Alors plusieurs rapports d'experts sur le climat montrent que certains impacts du changement climatique seront inévitables, et ce même si les pays mettent en place des stratégies d'atténuation du réchauffement. Il existe donc des mesures d'adaptation. La France a d'ailleurs son plan national d'adaptation au changement climatique. Charlotte Dacugna, qu'est-ce qu'on entend par la notion d'adaptation au changement climatique ? Alors l'adaptation, c'est un autre pendant des politiques de lutte contre le changement climatique avec la mitigation. Comme vous l'avez rappelé, la mitigation, c'est le fait d'essayer de réduire l'impact des changements climatiques. Et comme on s'est rendu compte finalement, vu qu'on a mis beaucoup de temps à réagir, qu'on n'allait pas pouvoir limiter complètement le changement climatique, il faut trouver le moyen de s'adapter. Tout est dans le titre, c'est un mot classique finalement du français. Il faut s'adapter aux changements, c'est-à-dire qu'on prévoit un certain nombre de changements. Il faut réussir à s'adapter à ces changements et finalement aussi, il faut s'adapter aux changements qu'on ne va pas pouvoir prévoir. Donc c'est s'adapter aussi bien pour l'environnement naturel que pour aussi les personnes humaines, c'est ça ? C'est une adaptation
des milieux, mais finalement on va pouvoir aider les milieux à s'adapter, mais c'est pas nous qui allons faire adapter les milieux, les milieux se débrouillent tout seuls, et c'est effectivement l'adaptation des populations humaines au sein de leur milieu, au sein de leur écosystème, ce qu'on appelle des socio-écosystèmes, donc c'est les humains dans leurs écosystèmes qui doivent s'adapter au changement. Et en quoi cette adaptation au changement climatique est-elle importante, je dirais même primordiale pour la suite ? En quoi elle est importante ? Tout simplement parce qu'il y a un risque pour les vies humaines. C'est-à-dire qu'on l'a vu pour Xynthia en France, par exemple, ou pour Sandy à New York. Quand on a un gros événement climatique, ce qu'on appelle un événement extrême, qu'il soit de l'inondation ou de l'érosion, alors qu'il y a rarement un événement extrême, mais ça peut, ou des vagues de chaleur, il y a des morts. L'adaptation au changement climatique est donc une solution, mais qui a ses limites. Une étude parue dans la revue américaine Science du 3 juillet 2015 prévoit qu'au-delà de 2 degrés de réchauffement climatique, il y aura des impacts massifs et même irréversibles sur les écosystèmes océaniques. Les mesures d'adaptation deviendraient alors plus rares et moins efficaces. Alors c'est vrai que ça dépend de combien va monter le niveau de la mer, ça dépend de combien vont s'intensifier les événements extrêmes, de quelle force ils auront. Il y aura peut-être un moment où on ne pourra plus rien faire. Il y a peut-être une possibilité que toutes les mesures d'adaptation qu'on met en place ne servent à rien, mais en même temps, l'incertitude est tellement forte que le fait de ne rien faire est suicidaire. Le fait de faire ne sert peut-être à rien, mais il faut quand même essayer. L'adaptation au changement climatique fait avec de nombreuses conséquences du réchauffement, on en a parlé, et notamment la montée du niveau des mers à laquelle doivent faire face les zones côtières. Il existe bien sûr des solutions, digues, barrages, pompes de relèvement, mais qui peuvent parfois se révéler inefficaces. Quels sont les risques pour les habitants de ces zones côtières ? Alors le risque pour les habitants de ces zones côtières, et notamment quand on a mis en place des infrastructures telles que celles que vous avez citées, c'est de faire croire à ces personnes qu'ils sont en sécurité et qu'ils peuvent vivre là. Si on reprend l'exemple de Xynthia, qui est extrêmement emblématique, ce qui s'est passé sur la côte ouest de la France, qui a touché essentiellement la Vendée et la Charente-Maritime, les personnes se sont installées pour partie dans des résidences principales, dans des zones inondables, c'est-à-dire en dessous du niveau de la mer, protégées par une digue, qui était en soi mal entretenue, mais ça c'est plus une faille humaine. Le problème naturel derrière ça, c'est qu'on vit dans une zone qui naturellement, sans la digue, devrait être inondée. Et effectivement, en cas de problème, on se retrouve dans un lac, dans une piscine, ce que vous voudrez. En tout cas, ça fait cuvette et l'eau ne peut pas ressortir. Et c'est ça qui a été extrêmement problématique. Et globalement, le fait de mettre en place des ouvrages massifs fait que les personnes s'installent dans des zones où elles ne devraient pas s'installer. Ce qu'on appelle globalement les zones à risque. Et donc face à ces catastrophes naturelles dont vous parlez, il y a une grande vulnérabilité. Xynthia, vous l'avez évoqué, en Europe, qui a été suivi de grandes inondations. Ce sont des épisodes qui sont appelés malheureusement à se reproduire. Est-ce que les habitants de ces zones doivent partir ? Alors, pour Xynthia, ils ont mis en place des zones noires. Les gens ont été incités à partir, donc ils ont été relocalisés, ils ont été indemnisés, puis pour certains, ils ont racheté, pour d'autres non, dans des zones proches. Ma question, c'est des épisodes finalement qui sont amenés à se reproduire. Finalement, les habitants de ces zones sont condamnés à partir, à devenir, on en parlera après, mais des migrants climatiques, des réfugiés climatiques. Sur la question de la survenue des événements, c'est très aléatoire. Sur des tempêtes comme Xynthia ou comme Sandy à New York, on est souvent sur ce qu'on appelle des tempêtes de 100 ans, des tempêtes de 500 ans. Mais c'est des probabilités. Une tempête de 100 ans, ça ne veut pas dire que la tempête va arriver tous les 100 ans. Ça veut dire qu'elle a 1% de chance d'arriver chaque année. Et on peut en avoir une tous les 3 ans et à un moment donné ne plus en avoir pendant 300 ans. C'est pas, donc, on sait des événements extrêmes, rares, mais leur survenue reste statistique. C'est-à-dire, la probabilité, c'est de 1% à chaque fois. Et chaque année, on repart sur les 1%. Donc, on ne peut pas vraiment savoir. Et pour ce qui est de savoir si ces populations vont devoir migrer, les cas sont très différents d'une population à l'autre. C'est-à-dire que, par exemple, sur la côte vendéenne, pour Xynthia, on ne peut pas vraiment parler de réfugiés climatiques, dans le sens où la plupart des maisons étaient des résidences secondaires, ce qui fait que les gens n'ont pas réellement bougé. Ils ont juste changé de résidence secondaire. Dans d'autres cas, mais on va en reparler, c'est beaucoup plus grave.
Je voudrais terminer sur cette question justement des réfugiés climatiques, ces populations qui sont déplacées donc à cause des conséquences du réchauffement. Il y avait 22 millions de personnes qui ont dû quitter leur domicile selon un rapport Global Estimates de 2013. Le problème des réfugiés climatiques, c'est l'un des défis majeurs du 21e siècle. Très probablement. Et en fait, c'est un problème majeur dans le sens où ces réfugiés climatiques vont amener des pressions supplémentaires sur des zones déjà très denses et vont créer de nouveaux problèmes, que ça soit des problèmes de ressources, la plupart du temps, ressources en eau, ressources en énergie, ressources en nourriture, sur des zones souvent vulnérables, parce qu'une grande partie des réfugiés climatiques viennent de zones pauvres et se déplacent vers d'autres zones pauvres, avec des ressources limitées, autant financières que naturelles. Et donc oui, ça sera peut-être l'objet des futures guerres mondiales, ou peut-être pas, si on se saisit du problème en temps et en heure, et avec toute l'humanité que ça nécessite. Merci Charlotte Dacugna d'avoir été avec nous. On rappelle que vous êtes maître de conférence à l'université Versailles 50 en Yvelines, membre de l'OVSQ, au sein du laboratoire Culture, Environnement, Arctique, Représentation et Climat. Le CERC. Le CERC. Merci. Les spéciales de l'info. Nous recevons dans les studios de Sensation Laurence Mondon, chargée de communication à l'Agence locale de l'énergie et du climat de Saint-Quentin-en-Yvelines. Bonsoir. Bonsoir. Nous vous accueillons pour parler d'une opération que vous animez. C'est sa 3e édition. Elle va débuter pour le Sud-Yvelines à partir du 1er décembre. Il s'agit de Défi Famille à énergie positive. Présentez-nous un peu ce défi. En quoi consiste-t-il ? Alors, ce défi, l'objectif, c'est de réduire sa consommation d'énergie de 8% sur la saison hivernale. Donc 8% parce que c'est les accords, c'est le protocole de Kyoto qui préconise cette réduction d'économie d'énergie au niveau local. Donc voilà, on est parti de ce chiffre-là, sachant que on n'y va pas tout seul. C'est un défi qui se fait en famille et en équipe. Quand vous dites en famille, ça veut dire qu'il faut être un foyer pour participer ? Non, heureusement. Quand on entend famille, on entend foyer. Donc du coup, ça peut être des colocataires, ça peut être une personne seule, ça peut être une famille composée de 4, 5, 6 personnes. L'objectif, c'est, quand on parle famille, c'est foyer. Chaque groupe participant doit nommer un capitaine. Pourquoi et quel est le rôle de ce capitaine ? Alors le capitaine va donner une dynamique à l'équipe et répondre à certaines questions qui peuvent être un peu plus techniques ou avoir des précisions sur la démarche du défi. C'est aussi pouvoir coacher un petit peu l'équipe, sachant qu'il peut y avoir plusieurs capitaines dans l'équipe. Et puis, plusieurs capitaines peuvent aussi avoir des rôles différents. Il va y avoir un capitaine qui est plus technique, un capitaine qui peut faire un peu plus la saisie informatique. Enfin voilà, chacun peut se donner un rôle, chacun... On rappelle, l'objectif du défi, c'est de réduire sa consommation. Il y a un objectif précis à atteindre ? Alors, pour réussir le défi, c'est 8% d'économie d'énergie sur sa consommation d'énergie. Donc, quand on entend énergie, c'est chauffage, eau chaude sanitaire, électricité spécifique, éclairage, audiovisuel, etc. Le but d'un tel défi, c'est de montrer que finalement, c'est assez simple de réduire sa consommation d'énergie sans faire forcément des investissements coûteux et énormes. Tout à fait. L'objectif, c'est de montrer qu'on peut faire des économies d'énergie sans investissement. Contrairement au concours Maison Économe que l'on organise tous les ans. Là, on est vraiment sur les éco-gestes et sans investissement, on peut faire des économies d'énergie. Alors, le concours dure 5 mois. Est-ce qu'on sait en 5 mois combien d'euros on a économisé par rapport à l'hiver précédent ? Est-ce qu'on peut chiffrer ça ? Oui, tout à fait. La moyenne, c'est à peu près 200 € d'économisés par an. Donc, ce n'est pas négligeable sur la facture d'énergie d'un foyer. Donc, finalement, on fait du bien à son porte-monnaie et puis on fait du bien à la planète. Et à la planète, voilà. Vous avez, par exemple, des gestes simples à nous donner pour réduire sa consommation d'énergie ? Alors, il y a des gestes très, très simples auxquels on ne pense pas ou qu'on a oubliés. Éteindre la lumière quand on quitte une pièce, ça, c'est le plus simple. Après, il faut aussi essayer pour pouvoir faire le plus d'économies, voir où on consomme le plus d'énergie. Alors, par exemple, dans les appareils, souvent, c'est le réfrigérateur qui consomme le plus. C'est l'appareil le plus énergivore puisqu'il consomme 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et donc, c'est par exemple dégivrer la partie réfrigérateur-congélateur. C'est aussi nettoyer la grille arrière. Voilà, après, Chose qu'on ne sait pas forcément. Choses qu'on ne sait pas forcément, qu'on ne pense pas non plus à faire, mais qui permettent de faire des économies d'énergie. D'ailleurs, ceux qui participent au défi, est-ce qu'ils sont soutenus pendant ces 5 mois pour savoir justement comment faire pour économiser
Vous donnez des conseils ? Voilà, tout à fait. L'objectif, donc le défi, ce sont des équipes qui se constituent à partir de familles. Dans chaque équipe, il y a un capitaine. Et le capitaine, après, a comme interlocuteur l'animateur du défi sur le territoire. Donc en l'occurrence, c'est l'ALEC qui fait l'animation du défi sur le territoire. Donc il y a un référent qui va pouvoir répondre aux questions, donner des éco-gestes, que ce soit au sein d'une même équipe ou toutes les équipes réunies, puisqu'il y a différents temps forts au niveau du défi. Il y a effectivement le lancement, qui est le 1er décembre, c'est le starting block, c'est le départ, au 30 avril. Donc pendant ces 5 mois, il y a des moments qui sont un peu plus importants. Donc généralement, on parle d'une réunion par mois. Il y a des réunions pour pouvoir échanger au sein d'une même équipe, se donner des astuces, voir ce qui fonctionne pas. Et puis, il y a aussi des temps forts qui vont être pour toutes les équipes ensemble. Donc, le lancement, un événement mi-parcours qui est plutôt courant février et un événement final pour faire la fête à la fin et voir tous les progrès qui ont été réalisés. Défi famille et énergie positive, donc du 1er décembre au 30 avril prochain. Oui. Merci Laurence Mandon d'avoir répondu à nos questions. Plus d'informations sur énergie-sqy.com. Vous êtes chargé de communication à l'Agence locale de l'énergie et du climat de Saint-Quentin en Yvelines. Les spéciales de l'info, Nicolas Kirillovitz. Et avant de se quitter, on termine avec l'agenda de Grégory Canalé. Exposition, spectacle, documentaire, rencontres. De nombreux événements ont lieu jusqu'au 12 décembre à Saint-Quentin en Yvelines. Grégory. En effet, Nicolas, d'abord Glaçon Show, un spectacle de marionnettes par la compagnie du Petit Monde pour les enfants à partir de 3 ans. L'histoire d'un ours qui vit sur un iceberg à la dérive. C'est mercredi à 14h30 à la Maison de l'Environnement à Manille-les-Hameaux. Et c'est gratuit, mais il faut réserver au 01 30 07 34 34. Et mercredi 2 décembre, on en parlait tout à l'heure. Avec notre invité, c'est une conférence. Le débat sur le rétablissement de la couche d'ozone, Nicolas. Un exemple pour le climat, c'est à 20h à la Maison de l'Environnement à Manille-les-Hameaux, l'occasion de s'interroger sur l'évolution de la couche d'ozone au cours du 21e siècle. Un conte pour les enfants maintenant à partir de 8 ans. C'est La glace et le ciel, un conte pédagogique. Luc Jacquet et son association Wild Touch nous invitent à revivre les expéditions épiques des pionniers de la glaciologie, partis à la découverte des secrets que renfermaient les entrailles des terres populaires. C'est le mercredi 9 décembre à 14h30 au Prisme à Elancourt. Alors c'est pas les terres populaires, bien sûr, c'est les terres polaires, Grégory. Les terres polaires, en effet, Nicolas. Il n'y a pas de souci. La réservation est obligatoire. On enchaîne avec un atelier maintenant. Entre le climat et les activités humaines, c'est chaud. C'est un peu comme entre vous et moi, Nicolas. Atelier à partir de 8 ans au programme mercredi 9 décembre à 15h30, toujours à la médiathèque Anatole France à Trappes. Les enfants pourront faire différents exercices et manipulations pour en savoir davantage sur la consommation d'énergie, la pollution et les gaz à effet de serre. Enfin, Grégory, pour terminer, la recherche et la question du réchauffement climatique. C'est avec Philippe Bousquet, professeur à l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines et directeur adjoint et chercheur au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, le LSCE. On s'interrogera sur notre part de responsabilité dans le réchauffement climatique. C'est mercredi 9 décembre à 20h à la maison de quartier Théodore Monod à Guyancourt. Réservation au 01 30 07 34 34. Merci Grégory, tout est noté. Vous pouvez retrouver le programme complet du climat en question sur le site atelier-d-science.aglo-sky.fr et vous pouvez réserver, je rappelle le numéro, c'est le 01 30 07 34 34. Les spéciales de l'info, Nicolas Kirillovitz. C'est donc la fin de cette émission spéciale. N'oubliez pas l'opération Le Climat en question organisée par la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines et l'atelier des sciences, c'est jusqu'au 12 décembre. Et puis la conférence climat de Paris, la COP21, débute lundi. Merci à nos invités, Sophie Godin-Beckmann, Charlotte Dacugna, Laurence Mondon. Merci également à vous, Grégory Canalé, de la rédaction de Radio Sensation, de nous avoir accompagnés. Merci également à Franck David pour la réalisation. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site radiosensation.fr. Excellent week-end à toutes et à tous. Les spéciales de l'info.